Les champs de l'Hacienda Los Pinos étaient couverts de longues ombres sombres alors que la chaleur chaude de l'après-midi persistait sur la communauté de San Antonio de los Andes. Clara Dominguez, 36 ans, s'est démarquée parmi les salariés par son opposition discrète. Elle se promenait sur les chemins de terre poussiéreux du village, ses pas délibérés, sa silhouette sculptée par des années de dur labeur, ses mains calleuses agrippant fermement le panier à œufs. Les murs de la modeste maison en pisé de Clara ont été endommagés par les éléments et le toit s'est progressivement effondré au fil des saisons. Comme elle, le foyer se battait, mais il apparaissait chaque jour un peu plus vulnérable. L'Hacienda Los Pinos, l'endroit où il a travaillé aussi longtemps qu'il se souvienne, était autrefois le centre de la communauté, mais les dirigeants de Miguel Arce ont transformé la ferme en une coquille de son ancienne gloire. Clara, comme beaucoup d'autres, fut obligée de chercher d'autres moyens de subsistance car les faibles salaires des ouvriers répondaient difficilement à leurs besoins. Elle emballait les œufs produits par ces oiseaux dans de minuscules caisses en bois qu'elle avait elle-même construites et les plaçait méticuleusement chaque matin avant le lever du jour. Dans l'espoir que n'importe quel automobiliste de passage serait intéressé à acheter quelque chose, Clara a planté sa modeste tente au bord de la route menant à la ville. Comme bien des jours précédents, il n'y a pas eu beaucoup de ventes ce jour-là. Un sac de farine et quelques bougies pour éclairer la maison lors des nuits sombres seraient les seules nécessités si suffisamment de personnes s'arrêtaient, et la maigre somme d'argent récoltée suffirait à peine à les couvrir. Clara pensait aux jours qui ne changeaient jamais pendant qu'elle arrangeait ses œufs, ayant l'impression que le temps et la vie passaient entre ses mains de manière incontrôlable. Le changement ne semblait jamais être à l'ordre du jour, même si chaque fissure dans sa maison ressemblait à un avertissement indiquant que quelque chose devait changer. La maison avait cruellement besoin de réparation et elle réalisa qu'elle ne pouvait pas attendre plus longtemps pour les faire. Son ami de longue date et voisin Joaquín Morales s'était engagé à l'aider à restaurer le toit, mais leurs difficultés financières avaient rendu leurs projets irréalisables. Clara fut surprise lorsqu'elle remarqua soudain quelque chose au loin, un jeune qui semblait perdu et se tenait près de l'arrêt de bus. Ses yeux étaient fixés sur le sol, apparemment alourdi par le poids de ses propres pensées, et il ne semblait pas avoir plus de 12 ans. Clara a d'abord décidé de l'ignorer parce que la vie était déjà trop mouvementée. Cependant, alors qu'il regardait la petite silhouette timide, il sentit un serrement dans sa poitrine. Elle se dirigea directement vers le jeune, se rappelant peut-être un souvenir lointain de son propre fils qui n'était plus avec elle. Pour ne pas l'effrayer, Clara s'avança prudemment vers lui. Dès qu'il l'a remarqué, le jeune a levé les yeux, son expression mêlée d'étonnement et d'anxiété. Clara remarqua tout de suite quelque chose d'imprimé dans ses yeux marrons, la fatigue et l'anxiété. Ses cheveux étaient en désordre et son visage couvert de poussière, donnant l'impression qu'il était là depuis des heures. Clara tenta de sourire chaleureusement en s'approchant, mais son cœur était lourd de ses propres inquiétudes. Avec un geste amical et une tranche de pain qu'elle avait apporté pour le déjeuner, Clara répondit « Bonjour, jeune homme. Comment allez-vous ? On dirait qu'il a besoin de quelque chose à manger. » Le jeune a mis du temps à se décider à prendre le pain. Il l'accepta les mains tremblantes, la gratitude brillait dans ses yeux. Alors qu'elle s'asseyait à côté de lui, Clara remarqua un léger relâchement de tension dans tout son corps. Elle a été extrêmement frappée par quelque chose chez le jeune, peut-être à cause de son propre fils Thomas, qui lui a été enlevé dans un accident et n'est jamais revenu. « Dis-moi ton nom. » Clara s'enquit froidement, ne voulant pas lui mettre de pression mais s'intéressant à ce qui l'avait amené dans cette situation difficile. Avec Mathias. Tout en mangeant le pain, il répondit doucement. J'essaie cependant de me rendre à la résidence de mon père. Il hésita quelques instants, essayant de ne pas perdre son sang-froid. Le coût du ticket de bus dépasse mes moyens. En entendant le récit, Clara soupira et eut une constriction à la poitrine. Après avoir été traitée comme un fardeau par les proches de sa mère violente, Massia a quitté leur maison. Son père, qui résidait dans une ville à plusieurs heures de là, était la seule personne vers qui il pouvait se tourner. Et vous n'aviez pas le droit de monter à bord du bus, n'est-ce pas ? Avec un mélange de chagrin et d'indignation face à l'insensibilité du monde adulte, Clara s'interrogea. Massia continuait de regarder le sol tout en hochant la tête. Même si Clara savait qu'il n'y avait plus rien à offrir, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer l'expression désespérée du garçon alors qu'elle regardait la route déserte. Finalement, elle prit position. Clara a répondu en sortant les dernières centaines de pesos qu'il avait en poche, « Je n'ai pas grand-chose. Mais cela devrait être suffisant pour vous en sortir. Tu sais que je veux que tu ailles chez ton père en toute sécurité ?» Surpris, Massia releva la tête. Avec un air choqué sur le visage, il se tourna vers Clara. « Cependant, vous
En êtes-vous certain? Je suis capable de. Je finirai par te rembourser. Clara sourit en faisant ce choix, éprouvant un sentiment de calme inattendu. Ne t'inquiète pas, dis-moi juste que tu retrouveras ton père et tout ira bien. Clara a remarqué pour la première fois une lueur d'optimisme dans les yeux de Massia alors qu'il hochait la tête violemment tout en tenant l'argent dans ses mains. Clara a estimé que, malgré ses difficultés personnelles, ce petit acte de générosité était plus que suffisant alors qu'elle regardait le jeune courir pour prendre le prochain bus. Elle ne savait cependant pas que ce simple acte de gentillesse aurait un impact profond sur sa vie. Avec la chaleur incessante de l'été argentin qui pèse toujours sur San Antonio de los Andes, chaque jour semblait être une épreuve d'endurance pour Clara Dominguez. La femme a continué à vaquer à ses occupations quotidiennes après avoir rencontré Massia, mais ses problèmes lui pesaient toujours beaucoup. Elle était fauchée après avoir donné au jeune vos 150 derniers pesos pour l'aider à retrouver son père, et les ventes de cette semaine n'avaient pas suffi à payer les nécessités. Ce jour-là, son panier était presque plein d'œufs invendus lorsqu'elle rentrait chez elle, l'obligeant à choisir entre économiser ses quelques ressources pour l'entretien de la maison ou acheter des repas. Malgré l'état critique du toit avec des tuiles détachées et fracturées où les produits de première nécessité et la faim priment. Son vieil ami Joaquín Morales s'était porté volontaire pour l'aider dans la restauration, mais ils étaient tous deux conscients que le coût des fournitures était hors de leur portée. Clara a remarqué que la maison semblait épaisse et étouffante lorsqu'elle est entrée pour la première fois. Le petit espace, qui servait à la fois de salon et de cuisine, était sombre, avec seulement quelques petites ouvertures dans les murs en pisé laissant passer la lumière de l'après-midi. Avec un soupir las, il s'assit sur la chaise en bois et regarda la chute apparemment imminente du plafond. Les sons lointains de la musique et des rires provenaient de la place centrale du village, où les habitants se rassemblaient en fin de journée, grâce à un souffle de vent. Clara, cependant, ne partageait pas ce bonheur, au lieu de cela, son environnement était rempli d'angoisse et d'obligations non remplies. Pourtant, quelque chose avait changé dans son cœur, malgré le poids de ses luttes. La rencontre avec Massia avait semé une lueur d'optimisme, rappelant que les actes modestes, même altruistes, avaient le pouvoir de transformer des vies. Elle se surprit à s'interroger sur le destin du garçon au fil des jours. Son père était-il encore en vie? Serait-ce sécurisé? Même si Clara n'avait aucun moyen de le savoir, le fait qu'elle se comportait avec gentillesse lui procurait un sentiment de réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Même si sa vie restait difficile, il éprouvait un léger sentiment de rajeunissement dans son âme. Clara croyait pour la première fois depuis longtemps que les choses pouvaient s'améliorer d'une manière ou d'une autre, sinon pour elle personnellement, du moins pour les autres autour d'elle. Elle ne se doutait pas que l'étincelle était sur le point de s'enflammer. Les jours suivants apportèrent le même schéma, s'éternisant comme une marée languissante. Clara se levait tôt, nourrissait ses poules et portait le panier d'œufs jusqu'à la route, où elle dressait sa petite tente et attendait son heure jusqu'à l'arrivée d'un client occasionnel. L'administrateur de l'Hacienda Los Pinos, Miguel Ars, a persisté à refuser d'accéder aux demandes d'avancement et d'augmentation de salaire du personnel. Pour lui, il n'était que des composants remplaçables dans une machine plus grande. Clara a ressenti le plus intensément le poids de sa vie pendant ces périodes. Mais quelque chose d'autre est arrivé avec un vent doux de midi et une luminosité éclatante. Une automobile que Clara n'avait jamais vue auparavant roulait doucement sur la route de gravier alors qu'elle préparait sa tente et s'apprêtait à rentrer chez elle. La voiture noire et élégante se démarquait de l'ambiance rustique du quartier. Curieuse, elle a vu la voiture s'arrêter à côté de sa tente et un jeune homme bien habillé en descendre. Il était rare qu'il porte un costume aussi bien ajusté dans ce domaine. À ses côtés se trouvait un deuxième type, plus âgé, dont les traits sombres et rugueux semblaient être le résultat d'années de travail. Bouillante d'une étrange familiarité, Clara les regarda se rapprocher. Le jeune homme lui fit un sourire, et pendant une fraction de seconde, Clara crut le connaître, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Clara Dominguez? Questionna le jeune homme, une note de reconnaissance chaleureuse dans la voix. Elle hocha la tête, perplexe, essayant de comprendre ce qui se passait. À ce moment-là, l'homme plus âgé qui se tenait à côté du plus jeune sourit et lui tendit la main. C'est mon enfant, Mathias, sous Esteban Riva. Tout autour de Clara semble au ralenti. Le jeune perdu que Clara avait sauvé des années auparavant, Mathias Riva, était désormais un homme adulte, avec une démarche assurée et une lueur dans les yeux qu'elle n'avait pas remarquée depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, en désespoir de cause, par le bord de la route. Même s'il avait subi une transformation significative, il y avait toujours quelque chose d'attachant dans son attitude modeste et son regard attentif aux côtés de son père. Vous avez parcouru un long chemin, dit Clara, sa voix se brisant de passion et d'horreur.
Avec un sourire, Massia a exprimé dans ses yeux un sentiment tacite de remerciement. Clara, je me souviendrai toujours de ce que tu as fait pour moi. Ce jour-là, vous m'avez donné de l'espoir en plus de l'argent dont j'avais besoin pour le bus. Depuis que j'ai pu retrouver mon père grâce à votre aide, nos vies ont été radicalement modifiées. Clara était abasourdie. L'enfant qu'elle avait aidé apparaissait maintenant devant elle, changé au point de devenir méconnaissable, et ce qui était encore plus étonnant, c'était qu'il était de retour. Son père, Esteban, l'observait avec une expression à la fois douce et sombre, semblant comprendre l'importance de cette période particulière de leur vie. « Clara, nous avons entendu parler de votre situation difficile et sommes prêts à vous soutenir. » Esteban parlait doucement. « Massia m'a informé de votre générosité, et maintenant qu'il est adulte, nous pouvons lui rendre l'appareil. Nous voulons nous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour vivre dignement et vous aider à remettre en état votre maison. » Incapable de parler, Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Les remarques d'Esteban et de Massia semblaient être une bouffée d'air frais dans sa vie autrement stagnante. Pour la première fois depuis des années, il semblait que le poids des défis commençait à s'alléger. La femme qui avait donné ses derniers pesos sans rien demander en retour comprit alors que la vie terminait réellement ses cycles de manière étrange. Sous-titre 1, Réparer le corps et l'âme. La petite maison de Clara Dominguez était éclairée par les premières lueurs du matin, mais quelque chose n'allait pas. Autour de la propriété, il y avait de l'activité et de l'optimisme pour la première fois depuis de nombreuses années. Le calme qui régnait habituellement dans l'espace était brisé par le bruit des scies et des marteaux. La maison de Clara était en réparation par Esteban Riva et son équipe. Les morceaux de bois pourris ont été remplacés par de nouvelles planches et les tuiles cassées ont été soigneusement enlevées. Depuis son balcon, Clara avait l'impression d'assister à sa propre métamorphose. Sa maison délabrée a recommencé à prendre forme et il semblait que le temps s'écoulait sous ses yeux. Le jeune qu'elle avait aidé des années auparavant, Mathias Riva, était désormais un homme et se promenait dans la maison avec une expression concentrée et vigilante. Il a mis de l'ordre dans l'équipe de travailleurs et a veillé à ce que chaque petit détail soit pris en compte. On ne pouvait nier la gratitude dans les yeux de Massia, et Clara avait l'impression de voir quelque chose de significatif, le bénéfice inattendu d'un petit acte de générosité. « Clara, comment te sens-tu » Tandis qu'il s'approchait d'elle et enlevait son chapeau pour essuyer la sueur de son front, Esteban l'interrogea. Clara sourit, mais ses émotions étaient toujours vives. « Tout va bien pour moi. En fait, je suis meilleur que je ne l'ai été depuis longtemps. Il est difficile de croire que cela soit vrai. » Esteban sourit largement et hocha la tête. « Massia m'a toujours parlé de toi. Ce que vous avez fait pour lui ce jour-là est resté avec lui pour toujours. Nous sommes là pour nous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin en ce moment. » Clara sentit le poids de ses paroles en le regardant. Ce type se sentait comme un point d'ancrage dans la tempête de défis qu'elle avait rencontrés au fil des années, avec sa présence calme et constante. Massia se tenait à côté de lui, supervisant les réparations, mais il ne manquait jamais de jeter un bref regard à Clara, comme pour souligner combien il l'appréciait. Le travail s'est déroulé très rapidement. Après avoir obtenu les fournitures nécessaires à la rénovation, l'équipe de Joaquín Moral a travaillé sans relâche pour s'assurer que tout était impeccable. La résidence de Clara s'est progressivement transformée d'une représentation de ses problèmes à un havre de sécurité et de rajeunissement. La vie de Clara semblait être reconstruite avec la maison à chaque coup de marteau et à chaque poutre mise en place. Alors que les bruits de construction remplissaient l'air, Clara parlait plus à elle-même qu'à Esteban, « Je n'aurais jamais pensé voir ma maison comme ça. » Et tout cela était dû à un seul geste. Esteban lui lança un regard sérieux. La gentillesse a une drôle de façon de revenir vers nous. Quand on s'y attend le moins, parfois. Clara savait qu'il avait raison, mais elle avait encore du mal à saisir la gravité de la situation. Son esprit revint à l'instant où il avait donné à Massia les derniers 150 pesos, sans se rendre compte à quel point cet acte allait changer sa vie. Il y avait une nouvelle tension à l'Hacienda Los Pinos pendant que les réparations dans la maison de Clara se poursuivaient. Le surveillant de la ferme, Miguel Ars, est rapidement apparu avec son habituel air de dédain après avoir remarqué l'étrange activité sur les terres de Clara. Clara sentit un frisson lui parcourir le dos lorsque sa opulente automobile entra dans l'allée. Miguel a toujours été un personnage redoutable en raison de son air hautain. D'un regard curieux, il sortit de son véhicule et examina le projet en cours. « Quelle est la situation ici » Son ton aigu, plein de méfiance alors qu'il interrogeait. « Clara, comment couvrez-vous le coût de tous ces travaux » Lorsque Clara tenta de répondre,
les mots semblèrent se loger dans sa gorge. Heureusement, Mathias s'est matérialisé à côté d'elle, son équilibre posé mais quelque peu énergique, un contraste frappant avec l'anxiété de Clara. Je m'en occupe. Massia a prononcé ces mots tout en gardant un contact visuel avec Miguel. En haussant un sourcil, Miguel exprima son évident étonnement face à l'apparence de Massia. Il connaissait le jeune, ou plus exactement son père, Esteban Riva, qui s'est fait connaître en tant qu'homme d'affaires dans la région. Toi? Pourquoi es-tu fiancé aussi? Malgré tout, Massia restait calme, même s'il y avait une pointe de rage dans sa voix. Quand personne d'autre ne pouvait l'aider, Clara l'a fait. Nous sommes ici en ce moment pour nous assurer qu'elle obtienne tout ce dont elle a besoin. Nous parlerons également du traitement que les ouvriers agricoles ont subi en travaillant pour vous. Miguel fit un petit pas en arrière, son attitude passant de la surprise à la prudence. De quel sujet parlez-vous? Esteban, encore plus sombre, se matérialisa aux côtés de son fils avant que Massia ne puisse répondre. Miguel, nous sommes conscients de ce qui se passe ici. Nous sommes conscients que les salaires sont réduits, que les gens sont exploités et que vous en avez profité. Nous sommes prêts à examiner votre comportement et, si nécessaire, à le signaler à la police. Miguel est devenu blanc. Il était conscient de la force et de l'influence d'Esteban Riva et du fait qu'une enquête pourrait mettre fin à son règne à l'Hacienda Los Pinos. Ce n'est pas obligatoire. Essayant de paraître accommodant, il commença, mais Esteban l'interrompit. Miguel, nous ne sommes pas là pour discuter. Pour que les choses changent, nous sommes là. Nous refusons de supporter cela, Clara et les autres employés méritent mieux que ce que vous leur offrez. Les joues de Miguel devinrent écarlates de honte et de fureur alors qu'il regardait autour de lui. Il était conscient de son coin. Sans un mot, il se retourna et monta dans sa voiture, roulant à vive allure en direction de la ferme, visiblement secoué. Clara, qui observait tout en silence, remercia Esteban et Massia et leur lança un regard admiratif. Il sentit que quelque chose bougeait pour la première fois depuis longtemps. Non seulement sa maison a été réparée, mais les injustices qui tourmentaient sa vie et celle de ses amis ont également été corrigées. Clara sentait qu'elle avait une réelle chance de gagner pour la première fois depuis longtemps, même si elle savait que l'automobile de Miguel ne les laisserait pas tranquilles. Suite à l'altercation avec Miguel Ars, Clara Dominguez et plusieurs employés de l'Hacienda Los Pinos ont vécu une période de transformation et d'optimisme. On avait l'impression que quelque chose d'important était sur le point de se produire puisque le vent semblait venir d'une direction différente. La petite communauté de San Antonio de Los Andes a changé. Autrefois solitaire, Clara s'est soudainement retrouvée à l'avant-garde d'un mouvement naissant. Les employés ont commencé à se rassembler autour d'un objectif commun après avoir souffert en silence sous la supervision violente de Miguel. Pour remédier à des injustices qui duraient depuis trop longtemps, Esteban Riva et votre fils Mathias ont été à l'avant-garde des tentatives d'organisation de réunions entre salariés. Une réunion a été ouverte dans la salle communautaire locale, et une grande salle remplie d'hommes et de femmes ont eu le sentiment, pour la première fois, qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand. Tandis qu'Esteban parlait avec une fermeté posée, Massia était capable d'exprimer avec juste ce qu'il fallait d'émotion. En jetant un coup d'œil autour de lui, Massia a déclaré « Nous sommes ici parce que nous pensons que vous méritez plus que ce que vous avez reçu. Mon expérience démontre à quel point la gentillesse peut tout transformer. Quand j'étais en difficulté, Clara m'a aidé, maintenant c'est à notre tour de rembourser. Non seulement à elle, mais à tous ceux qui ont enduré des épreuves sous la direction de Miguel Ars. » Assise à côté de Clara se trouvait son amie et ancienne collègue Isabelle Martinez, qui semblait tout aussi émue par les remarques de Massia. Comme Clara, Isabelle a vécu sur les terres pendant des années sans que ses services soient reconnus. Les deux dames se jetèrent des regards encourageants, sentant que quelque chose de plus significatif commençait. Avec une vigueur contagieuse, Massia a déclaré « Nous avons besoin d'un véritable changement, et ce changement ne se produira que si nous sommes unis. Ensemble, luttons pour le respect, des conditions de travail respectables et des salaires équitables. » Après avoir écouté en silence jusque-là, Esteban se leva et avança. « J'ai déjà pris les dispositions nécessaires pour faire vérifier les états financiers de l'Hacienda Los Pinos. Miguel Ars ne sera pas autorisé à profiter ainsi des employés pour toujours. Si besoin est, nous sommes prêts à le signaler à la police, mais je pense que notre pouvoir en tant que groupe sera suffisant pour le faire reculer sans recourir à une confrontation plus violente. » Les ouvriers se parlaient à voix basse et Clara aperçut une lueur d'espoir dans les yeux de ceux qui jusqu'alors n'avaient connu que le poids de la résignation. Un audit sur Miguel semblait être la solution à ses problèmes.
s'il était démontré qu'il a détourné des fonds ou profité d'employés, son gouvernement malhonnête prendrait fin. La question qui se pose est de savoir si nous sommes prêts ou non à nous unir et à prendre la parole. Sans qui Esteban. Il y eut une longue pause pendant laquelle le public resta silencieux, puis Clara, qui avait écouté tout le discours, se leva lentement et osa dire n'importe quoi. D'une voix calme mais ferme, Clara a déclaré « Je comprends l'agonie d'être ignorée. J'ai travaillé à la ferme pendant des années dans l'espoir que les choses s'améliorent, mais cela ne s'est jamais produit. Ils m'ont continuellement conseillé de faire preuve de patience et d'attendre. Cependant, la patience ne suffit pas pour réparer les toits de nos maisons ou mettre de la nourriture sur la table. » Elle se tourna vers les gens à proximité immédiate. « Nous ne tarderons plus. Il est temps pour nous de faire équipe et de lutter ensemble. » Le cœur des travailleurs a été enflammé par ces remarques. Après quelques hochements de tête discrets, tout le monde a commencé à se prononcer en faveur des efforts d'Esteban et Macia. Alors que la lutte pour la justice ne fait que commencer, un nouvel espoir émerge de la solidarité de ceux qui ont le plus souffert. Miguel Arce n'est pas abandonné pour autant tandis que le mouvement pour les droits des travailleurs prenait de l'ampleur et que les réunions se poursuivaient. Son attention a été attirée sur l'organisation et sur la discussion d'un éventuel audit après en avoir entendu parler. Miguel a planifié son prochain déménagement alors qu'il était seul dans son somptueux bureau. Je ne permettrai pas qu'un homme d'affaires comme Esteban Riva soit menacé au pouvoir par une bande de travailleurs désorganisés. Miguel était conscient qu'il perdait le contrôle de l'Hacienda Los Pinos, mais il entretenait des relations puissantes avec des personnes qui pourraient l'aider à échapper à une enquête et lui devait des faveurs. Sa stratégie était simple, saper le syndicat avant qu'il ne puisse devenir plus puissant. Il fallait y aller vite et sans hésitation. Clara se trouvait à son stand 2 au bord de la route le lendemain de la grande conférence ouvrière, comme elle l'était tous les jours. Mais ce jour serait distinct. Elle remarqua l'arrivée d'une automobile familière alors qu'elle arrangeait sa marchandise. Au moment où elle a repéré la voiture de Miguel, son cœur s'est emballé. L'homme sourit froidement et calculatrice en sortant de l'automobile. Clara Dominguez, il a parlé d'un ton froid. Il semble que vous ayez participé à des affaires qui ne relèvent pas de votre compétence. Clara sentit un nœud se former dans sa gorge alors qu'elle maintenait sa position. Elle était consciente que Miguel ne s'arrêtait pas simplement pour parler. Je suis conscient que vous incitez à ces rassemblements afin d'inciter les salariés à se révolter contre mon encadrement. Miguel a déclaré, laissez-moi être clair, cela ne va pas bien se terminer pour vous. Sa voix était pleine de menaces. Je peux fermer votre stand et vous garantir que vous ne vendrez plus jamais un œuf dans cette communauté. La colère grandissant, Clara serra les poings, déterminée à ne pas se laisser intimider. Miguel ne pourra jamais lui enlever le courage que Mathias et Esteban lui ont donné. Elle rencontra le regard de Miguel directement et sans crainte. « Miguel, tu peux essayer de me faire tomber », déclara-t-elle d'une voix énergique. « Cependant, je ne suis plus seule moi-même. Les employés ne sont plus seuls. Le temps joue contre vous, comme vous le savez. » Miguel retira son sourire et recula d'un pas. Les menaces n'agiraient plus comme avant, avait-il compris. Maintenant que Clara était impliquée dans quelque chose de plus grand, il était incapable d'en garder le contrôle aussi facilement. Miguel lança un dernier sourire moqueur à Clara avant de monter dans sa voiture et de partir, mais elle savait que ce n'était pas la fin. Clara fut à la fois soulagée et appréhendée lorsque l'automobile de Miguel disparut de sa vue. Le combat ne fait que commencer. Elle était cependant consciente qu'elle ne mènerait pas seule son combat. Clara sentit une nouvelle détermination monter dans son cœur alors que le soleil descendait derrière San Antonio de Los Andes. Avec les autres employés, elle était préparée à toute éventualité. L'hiver est arrivé avec des vents glacials qui ont traversé les montagnes de San Antonio de Los Andes. Néanmoins, la chaleur qui s'est répandue parmi les employés de l'Hacienda Los Pinos a persisté malgré le froid qui approchait. Clara Dominguez, qui était auparavant invisible dans la tourmente de l'exploitation, s'est retrouvée à l'avant-garde d'un mouvement d'opposition en expansion à mesure que les réunions dans la salle communautaire se multipliaient. Sa maison avait besoin de réparation, et à mesure que chaque clou était enfoncé, Clara sentait son moral s'envoler en tandem avec les murs fraîchement peints. Le pouvoir qu'elle avait reçu en rejoignant les ouvriers était cependant bien plus important que le toit qui la protégerait de la pluie. Elle était devenue une leader sur laquelle tout le monde se tournait pour trouver une direction face aux atrocités que le gouvernement de Miguel Arce continuait de perpétrer. Une deuxième réunion était prévue cet après-midi. Les ouvriers et leurs familles se sont rassemblés dans la modeste mairie, attendant la prochaine action. Esteban et Mathias Riva étaient là comme d'habitude, coordonnant les plans et maintenant un haut niveau d'énergie adverse.
Clara se tourna vers la communauté et s'émerveilla de sa force. Aujourd'hui, nous devons discuter des prochaines étapes, a déclaré Massia, la voix s'élevant au-dessus du brouhaha des bavardages. L'audit est toujours en cours, mais ce que nous savons déjà suggère que Miguel Ars a volé une somme d'argent importante dans la ferme. En outre, il existe des preuves qu'il a racheté les autorités afin de dissimuler ses activités. Les personnes présentes ont murmuré leur indignation. La fureur remplissait la pièce et Clara pouvait la sentir monter, mais elle comprenait aussi que la fureur pouvait être le catalyseur de quelque chose de plus. Leur injustice collective ne serait pas facilement oubliée. Nous devons nous préparer au conflit, a poursuivi Massia. Miguel Ars se rend compte qu'il est encerclé, même s'il a déjà tenté d'intimider Clara et les autres employés. Il va se battre, donc nous devrions nous unir. Clara se leva. Tous les regards étaient rivés sur elle, et pendant une fraction de seconde, le poids du devoir parut trop lourd à supporter. Mais lorsqu'elle réfléchit aux difficultés qu'elle avait endurées seule pendant si longtemps, elle trouva une nouvelle force. « Je suis consciente des dangers que représente Miguel », dit Clara d'une voix ferme. « Il s'est approché de moi pour tenter de me faire peur, et je suis sûre qu'il fera quelque chose de plus dans les jours à venir. Cependant, nous ne pouvons plus nous taire. Nous reconnaîtrons l'inutilité de nos vies, de notre travail et de notre dignité si nous permettons que cela continue. De plus, nous ne pouvons pas permettre cela. » Isabelle Martinez, assise derrière Clara, fit un signe de tête énergique. Les collègues étaient d'accord et ont fait de même. Tout le monde en avait manifestement assez du règne de Miguel, et les conseils de Clara leur avaient donné la confiance dont ils avaient besoin pour continuer. « Nous sommes prêts à planifier une grève si nécessaire, a déclaré Esteban en se levant à côté de Clara. Votre unité est ce qui vous donne le pouvoir. Miguel sera obligé de nous écouter s'il ne change pas en nous faisant arrêter de travailler jusqu'à ce qu'il le fasse. » La salle résonnait des commentaires d'Esteban et le signe de tête collective de tous les employés créait une ambiance presque tangible. La grève qui n'était jusqu'alors qu'un concept a commencé à prendre forme comme un événement crédible et probable. Miguel Ars planifiait tranquillement alors que l'opposition ouvrière commençait à prendre forme. Même s'il savait déjà que l'audit révélerait très certainement ses escroqueries, il gardait espoir de pouvoir l'emporter. Miguel a de fervents partisans et influence ceux qui veulent garder secrètes les activités de l'Hacienda Los Pinos. Miguel a rencontré à son domicile 2 de ses complices la nuit qui a suivi la conférence ouvrière. L'air sentait fortement le cigare et l'atmosphère était lugubre. Miguel avait une expression tendue sur le visage. « Tout le monde est contre moi », a-t-il répondu en serrant les poings. Les Riva et cette foutue Clara mettent de l'ordre dans les ouvriers. Il ne me restera plus rien si ça continue. Vous avez le choix, remarqua devant lui un homme au sourire rusé. Des problèmes comme celui-ci peuvent toujours être résolus. Mais il faut que ce soit rapide. Miguel était conscient de ce qu'il recommandait et, malgré ses hésitations, la peur de tout perdre l'emporta. Il n'était pas disposé à voir une rébellion populaire conduire à la chute de son royaume. Après avoir pris sa décision, il a décrit sa stratégie. Il commencerait à riposter le lendemain. Quelque chose n'allait pas lorsque Clara installa son stand 2 sur le bord de la route le lendemain matin. Il y avait une tension dans l'air et les automobiles se déplaçaient d'une manière étrange. 2 hommes sont sortis d'une berline noire vers midi et se sont dirigés vers la tente. « Clara Dominguez, tu es là ?» a interrogé insensiblement l'un d'eux. Clara hocha la tête, son cœur battant la chamade mais ses nerfs instables. Elle était consciente que quelque chose allait se passer. « Nous venons vous informer que votre tente sera fermée selon les directives de l'administration de l'Hacienda Los Pinos. Il ne vous est plus permis de vendre ici. » Les yeux choqués de Clara s'écarquillèrent. « Mais c'est ridicule. » Il a crié. « C'est ici que je vends depuis des années. Je ne peux pas arrêter de travailler à cause d'eux. » Les instructions sont des directives, déclara le gars avec un sourire glacial. La tente sera détruite si vous ne la démontez pas d'ici la fin de la journée. Clara eut un accès de rage intense. Miguel essayait de la calmer et de lui enlever la seule chose qui la maintenait en vie. Elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins si elle ne vendait pas d'œufs. Malgré le traitement injuste qu'elle a subi, elle a refusé de reculer et a gardé la tête haute. Avec un sérieux qui a surpris les hommes, Clara a déclaré « Je vais en parler à mes amis. Vous pouvez également faire savoir à Miguel que je ne serai pas pris à la légère. » Les gars se retirèrent, visiblement non préparés à une telle réponse. Après leur départ rapide, Clara resta la seule pendant un petit moment, profitant de l'effet des mots. Pourtant,
elle était consciente qu'elle n'était pas vraiment seule. Avec Macia, Esteban et les ouvriers à ses côtés, ils étaient prêts à se battre. Mais ce n'est pas par peur qu'elle a démonté sa tente. Elle se préparait pour la prochaine action. Il n'y avait plus aucun retour en arrière maintenant que la grève était sur le point de commencer. Ce jour-là, le soleil n'était même pas levé lorsque Clara Dominguez quitta sa maison, le froid glacial de l'hiver argentin lui mordant la chair, mais sa détermination resta inébranlable. Le hameau de San Antonio de Los Andes était calme, mais Clara sentait que les rues seraient animées de voix dans quelques heures. Tout le monde anticipait et craignait la grève qui allait commencer. Le quartier s'était méthodiquement préparé les jours précédents. Les ouvriers ont été organisés par Esteban et Mathias Riva, qui ont veillé à ce que tout le monde soit d'accord et prêt à partir. Miguel Ars avait pris des mesures, ordonnant la fermeture du stand de Clara et tentant d'effrayer les autres employés par crainte de représailles et de licenciements. Mais au lieu d'affaiblir le mouvement, cela a rendu encore plus déterminés ceux qui en avaient déjà assez des années d'exploitation. Clara se dirigea vers le lieu de rassemblement, qui était le grand hangar communal situé à côté du chemin menant à l'Hacienda Los Pinos. Là, brandissant des drapeaux et des pancartes fait maison, des hommes et des femmes ont commencé à se rassembler alors que le soleil se levait au-dessus de l'horizon. Même si ce n'était pas une scène spectaculaire, leur lien était fort. Perché sur une petite colline, Macia a fait signe à tout le monde de s'approcher. Il a commencé en disant « Aujourd'hui, c'est le jour où nous faisons entendre notre voix », avec une fermeté que seul quelqu'un qui a été soumis à l'oppression peut avoir. Miguel Ars ne peut plus nous ignorer. Tant qu'il n'acceptera pas nos revendications ou des salaires équitables, le respect de nos droits et de bonnes conditions de travail où nous ne travaillerons pas. Une acclamation d'approbation a éclaté dans le public. Le cœur de Clara battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait depuis longtemps le sentiment qu'elle était coincée dans un monde inaltérable et qu'elle n'avait pas la capacité de modifier sa vie. En voyant ses amis à ses côtés, il sentait que ses problèmes faisaient désormais partie de quelque chose de plus grand. Après cela, Esteban a repris la parole, réaffirmant son intention de maintenir une grève robuste mais non violente. Le plan était simple, arrêter la production de la ferme jusqu'à ce que Miguel soit obligé d'engager des négociations. Les revenus de Miguel et l'économie locale ont grandement bénéficié de la production de l'Hacienda Los Pinos. Toute interruption aurait un effet immédiat. Les ouvriers ont planifié une marche et ont marché en direction des portes de la ferme. À leur arrivée, ils ont remarqué que les gardes de sécurité de Miguel étaient déployés mais ont choisi de ne pas intervenir. Ils étaient conscients que les choses pouvaient devenir incontrôlables s'ils touchaient ne serait-ce qu'un seul employé. Avec Isabelle Martinez et Joaquín Moral à ses côtés, Clara portait une pancarte simple mais efficace qui disait « Nous ne voulons pas d'aumône, nous voulons la dignité ». Clara savait que Miguel regardait de loin, peut-être du haut de sa somptueuse maison, réfléchissant à la manière de mettre fin à ce soulèvement. Cependant, quelque chose a changé, la peur autrefois dominante des travailleurs a disparu. Miguel Ars j'ai vu tout cela avec une rage croissante alors que les ouvriers faisaient grève et manifestaient devant la ferme. Il avait mal jugé Clara et les Riva, pensant que quelques menaces et gestes menaçants suffiraient à mettre un terme au mouvement. Sa ferme était actuellement complètement à l'arrêt et il savait que ses pertes seraient désastreuses s'il n'agissait pas immédiatement. Mais l'audit d'Esteban Riva avançait et le résultat de Miguel n'était pas favorable. Il était confronté à des preuves croissantes de corruption, de fraude et de mauvaise gestion, et il devenait déjà difficile de les cacher aux autorités locales. Des rumeurs sur une action potentielle du gouvernement ont commencé à se répandre et de nombreux anciens partisans de Miguel ont commencé à prendre leur distance. Miguel, encerclé et n'ayant rien d'autre à faire, a décidé qu'il était temps de faire une dernière tentative désespérée pour rester aux commandes. Il s'est personnellement rendu sur le lieu de l'Assemblée des travailleurs, qui se trouvait devant les portes de l'Hacienda Los Pinos. Clara fut la première à le remarquer lorsqu'il apparut. Un calme nerveux s'est abattu sur le public lorsque l'automobile de Miguel est arrivé. Miguel lui-même descendit, lassitude et rage réprimée visible sur son visage. S'exprimant dans le silence, il a déclaré « Je suis prêt à négocier ». Il a peut-être dit qu'il acceptait la défaite, mais le ton de son discours suggérait le contraire. Mais cela doit cesser immédiatement. Vous ne faites rien de bon à la ferme. Mathias il a avancé, se plaçant à côté d'Esteban et Clara. Miguel, nous ne détruisons rien. C'est ta faute. En regardant autour de lui, Macia a vu le pouvoir dans les yeux des ouvriers qui se tenaient à ses côtés. Ce qui est juste est tout ce que nous désirons. Si vous ne pouvez pas le promettre, nous resterons ici jusqu'à ce que vous soyez obligés de partir. Miguel a hésité pendant un petit moment, perdant confiance.
Même s'il réalisait qu'il n'y avait aucune issue, il tenta une dernière ruse. Tout va bien. Je vous accorde une augmentation, avec une augmentation de 10% des revenus et quelques avantages supplémentaires. Mettons un terme à cela définitivement. Quelques mois auparavant, l'offre de Miguel aurait été raisonnable, mais aujourd'hui, elle semble être une tentative fragile de conserver le pouvoir. Clara eut un élan de colère. Il ne se disputait pas seulement sur une petite augmentation de salaire. Il luttait pour le respect, un réel changement et la dignité. Clara a dit, ce n'est pas assez, Miguel, d'un ton calme mais énergique. Nous savons que vous pouvez nous proposer un accord équitable, et c'est ce que nous voulons. Pas une autre miette. Miguel a compris qu'il était en train de perdre dès qu'il a jeté un premier coup d'œil à Clara. Pas seulement la lutte pour la domination de la propriété, mais aussi la terreur qu'il employait pour soumettre les autres. Il était conscient qu'il perdrait entièrement sa propriété s'il persistait. Son empire s'effondrait, que la grève ait lieu ou non, et les enquêtes avançaient. Miguel abandonna et baissa la tête. Excellent. Je te laisse gérer ça. Il poussa un soupir. Nous discuterons des conditions avec vos représentants demain. Des cris de victoire éclatèrent dans la foule. Il y avait un sentiment tangible de réussite alors que les travailleurs se faisaient de nouveaux câlins. Mais Clara resta silencieuse un moment, se concentrant sur Macia et Esteban. Elle était consciente que l'événement représentait plus que son triomphe sur Miguel Ars. Il s'agit d'une transformation qui a touché l'ensemble de la ville et de la communauté, désormais plus forte et plus cohésive qu'auparavant.